Et bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va plonger dans l'histoire du métal et on va essayer de retracer la création du groupe Hammerfall. J'ai déjà fait une vidéo sur Glory to the Brave mais je la trouvais un petit peu incomplète donc j'ai décidé de la reprendre étape par étape pour avoir quelque chose de beaucoup plus exhaustif. Si tu connais déjà Hammerfall, reste parce qu'il y a sûrement des détails que tu ne connais pas de son histoire et je vais essayer de les retracer ici. Si tu ne connais pas Hammerfall, bah pas de soucis non plus parce que je trouve que c'est une histoire qui est absolument incroyable et ça va peut-être te donner envie d'aller écouter le groupe qui à mon sens est absolument génial. Pour comprendre pourquoi Hammerfall était un ovni musical dans la fin des années 90 et comprendre pourquoi la sortie de Glory to the Brave a été une rupture avec ce qui se passait à l'époque, je te propose c'est qu'on recontextualise un peu tout ça. On n'est pas sans savoir que dans les années 80, les groupes de heavy, de thrash ou de glam ont proliféré et eu un énorme succès, mais les années 90 vont balayer ça d'un revers de main. La vague grunge aux États-Unis va balayer tout ça en fait. Des groupes comme Nirvana, Soundgarden ou Alice in Chains vont proposer une musique plus triste, plus réaliste, qui va plus convenir à la jeunesse de l'époque. Si tu vas à un concert de grunge, les musiciens ils sont habillés comme toi, ils sont habillés comme t'es dans la rue, et en fait ça va complètement contraster avec les clous et le cuir du heavy metal et les perruques et le maquillage du glam. Les groupes de thrash quant à eux avaient la réputation d'être les plus violents, on pense notamment à Slayer qui avait le titre de groupe le plus violent du monde, mais en fait en termes de brutalité les groupes de death metal vont complètement s'imposer et la seconde vague de black metal norvégienne va déferler sur toute la scène, donc en fait les groupes de thrash ils sont déjà plus à la page. Et ça va les pousser à modifier leur son, on pense notamment à Metallica qui a voulu s'ouvrir à un public plus large avec son Black Album en 1991, et d'autres vont tenter un peu de se mettre au goût du jour avec Kreator avec son album Outcast en 1997, où ils vont mêler des sonorités gothiques et industrielles à leur thrash. La conclusion de tout ça, c'est que si t'es un jeune musicien dans les années 90 que tu vas avoir un groupe de métal, et ben en fait faire du métal à l'ancienne, bah c'est quasiment impossible de se faire signer. Les labels s'orientent davantage vers des nouveaux groupes qui ont une sonorité plus moderne, ou sur les anciens qui ont déjà une fanbase suffisante pour leur rapporter de l'argent. Mais dire que tout est orienté vers le néo et le grunge, en fait c'est un peu simplifier la chose. En Europe et notamment en Allemagne, il y a toujours une espèce de résistance qui se fait. Il y a des formations qui sont une sorte d'évolution du heavy metal qu'on appelle speed mélodique, donc un heavy metal qui est beaucoup plus rapide et qui propose plus de mélodies, comme son nom l'indique. Ce courant-là va continuer d'avoir une bonne popularité. Il a été initié par Helloween avec ses deux albums Keepers of the Seven Keys dans la fin des années 80. Et après un gros passage à vide, Helloween revient avec un nouveau chanteur, Andy Deris, et donc là en fait ils vont renouer un peu avec leur popularité passée. Un groupe comme Blind Guardian aussi plaît énormément, en fait ils ont une musique qui est inspirée du Seigneur des Anneaux, ils se font un peu passer pour des bardes, ils en chantent absolument tous ceux qui les écoutent à l'époque. Et enfin un album comme Land of the Free de Gamma Ray en 1995 va impacter énormément la scène métal, donc ça continue à être assez actuel cette scène-là. L'Allemagne ça continue d'être un terreau fertile pour ce genre de groupe, dans les années 90 un groupe comme Edguy Nay qui va continuer dans cette lignée, et un autre exemple, c'est dans la fin des années 90, un groupe comme Freedom Call qui va proposer un speed mélodique beaucoup plus joyeux. Mais même malgré ça, les die-hard fans de métal, en fait, ils sont un peu indifférents à cette musique, on va dire. Ils trouvent que c'est trop théâtral, trop grandiloquent, qu'il y a trop de mélange avec le métal symphonique ou le métal progressif. Et ils aiment bien le côté un peu direct du heavy, ils regrettent les vieux albums d'Accept, de Judas Priest ou d'Iron Maiden. Donc voilà, c'est grossièrement, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail, mais l'état actuel de la scène. Et on pourrait finir ce contexte en disant qu'en Suède, et notamment dans la ville de Göteborg, il y a des choses qui se font. C'est une sorte de laboratoire où des jeunes musiciens qui sont très fans de death metal vont être influencés par tout cet aspect mélodique du heavy, du power metal, et en fait vont commencer un peu à expérimenter en mélangeant ça avec du death metal. Et on va voir qu'ils vont créer toute une scène là-bas au cours de cette vidéo. Et c'est dans cette ville de Göteborg qu'on va retrouver un jeune musicien qui s'appelle Oskar Droniak. Il est très fan d'Accept, il est très fan de Judas Priest, et il est très fan d'un groupe qui s'appelle Stormwitch, qui est pas très connu. Les gens qui connaissent Stormwitch, il peut les compter sur les doigts de sa main, et les gens qui aiment Stormwitch, ça doit quasiment être le seul en fait. Sa passion pour le heavy metal va faire qu'il va collectionner pas mal de disques chez lui, comme on est pas mal à faire ça, et il va créer son propre groupe dans la fin des années 80 qui s'appelle Striker. Il ramène son pote Anders Sewers qui s'est fait virer d'un de ses groupes, et on va voir, il va avoir une importance celui-là. Ils composent leur premier morceau et ils jouent dans un premier temps un metal qui est une sorte de rip-off d'Accept. Oscar a réécouté les démos qu'il avait faites à l'époque et l'a avoué, c'était carrément une copie d'Accept. Et bon, ça reste un groupe qui est assez amateur, mais au final ça devient un projet de plus en plus sérieux et la musique évolue avec les modes de l'époque. Notamment en fait ils vont se tourner vers un thrash qui est de plus en plus death, ils vont renommer leur groupe avec un nom qui colle bien qui s'appelle Desecrator. Le groupe est rejoint par un bassiste qui s'appelle Jesper Strömblad, et ce bassiste là il a une importance, il a un autre groupe qui s'appelle In Flames. Le groupe se renomme peu après Ceremonial Oath
et Oath c'est Oscar qui a eu l'idée de mettre ce mot parce que c'est une référence à Don't Break the Oath de Mercyful Fate, donc il a voulu continuer à faire un clin d'œil au Eevee dans son groupe de death metal. Oscar, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a jamais trop pris de cours de guitare, hein. Il a essayé, le gars lui a présenté du Deep Purple, il en a joué 3 cours et puis il est parti parce que ça l'a un peu saoulé, et il préfère en fait apprendre en autodidacte à jouer des morceaux d'Accept dans son salon. Ça a un désavantage, c'est que du coup Oscar c'est pas un énorme technicien de la guitare, hein, il peut pas claquer des énormes solos à la Yngwie Malmsteen, mais pour le coup il a un sacré jeu rythmique, il a un bon sens de la composition, hein, il a un bon sens du riff notamment de par ses influences. C'est pour ça que dans Ceremonial Oath il aura un rôle de guitariste mais aussi de chanteur et surtout de composition. En fait il va créer un premier morceau qui s'appelle Still Meets Still, mais ce morceau en fait il colle pas trop à l'ambiance death metal, et donc en fait il va le mettre de côté, il va même pas le montrer aux autres musiciens. Il compose un autre morceau qui s'appelle Immortalize, et on va voir ce morceau il aura une importance par la suite. Oscar il entretient une bonne relation avec Jesper Strömblad, et en fait il va se lier d'amitié avec tout son autre groupe In Flames, hein. Il va même être invité à plusieurs reprises sur le premier EP, les 2 premiers albums d'In Flames, à faire des backing vocals, des chœurs quoi. En 1993, Ceremonial Oath sort son premier album The Book of Truth, mais un petit peu avant, en fait, les autres membres du groupe, ils vont voir Oscar et lui disent ouais, bah en fait, on est un groupe de death metal, donc tu vas arrêter tes conneries. En fait, Oscar, il aime bien le côté Eevee, donc il est habillé avec du cuir sur scène. Il a un peu une dégaine de chanteur qui rappelle les mimiques du heavy metal, et en fait, les autres membres du groupe, ils disent non, non, là, faut qu'on soit sérieux. Faut qu'on fasse comme Pestilence, faut qu'on fasse comme Morbid Angel, faut qu'on ait l'air très brutaux. Et Oscar, lui, en fait, il comprend qu'il pourra pas imposer son point de vue et qu'en fait, il va se faire virer. Donc, il décide de quitter le groupe. Peu de temps après, il se casse le bras à un match de football et il est un peu dégoûté. Il avait auparavant tenté de recruter Jesper Strömblad dans un de ses projets, mais Jesper lui a dit bah là, j'ai Ceremonial Oath et In Flames, je peux pas venir. Donc voilà, le temps passe, Oscar il ronge un peu son frein, il a encore envie de faire de la musique. Son bras est guéri, alors notamment on peut parler un peu de cette fracture du bras hein, qu'il a eu, ou un bras cassé, je sais pas trop. Les experts pourront peut-être dire quelque chose là-dessus, moi j'en sais trop rien. Mais il est dit qu'en fait le fait qu'il se soit cassé le bras, qu'il ait repris la guitare après, bah en fait ça a un peu fait modifier sa manière de jouer, et qu'il ait une manière de jouer qui est assez particulière en fait par rapport aux autres guitaristes, du fait de cette expérience. Son bras étant guéri, il est un peu dégoûté parce qu'il a investi pas mal d'années dans Ceremonial Oath, et il se dit qu'il va se remettre dans le death metal avec un groupe qui s'appelle Crystal Age. Dans ce groupe, il va rencontrer un bassiste qui s'appelle Fredrik Larsen, on le garde de côté. Mais Oscar, même si le death metal c'est un peu sa passion, en fait il comprend que sa vraie passion c'est le heavy metal, et il se dit bon, le heavy metal c'est mort de toute façon, mais j'aimerais bien en faire et j'aimerais bien pouvoir exprimer ma passion et rendre hommage au groupe de mon adolescence. Donc il se dit qu'il va créer son projet heavy metal à lui. Il va reprendre son vieux morceau Still Meets Still qu'il va réarranger, il va lui écrire des paroles sur les croisades du XIe siècle, donc il sait déjà que ça va être dans un registre épique, que ça va parler de combat. Il sait déjà que ce groupe aura cette tonalité là quoi. Et enfin, pour un groupe il lui manque juste un nom, et ce nom il va le trouver en lisant un livre de Stephen King, The Tommy Knockers, où en fait il va voir le mot Hammerfall. Il se dit mais c'est génial comme mot, c'est comme Manowar en fait, tu le vois, tu sais déjà que c'est du heavy metal. Et donc en fait une chose en entraîne une autre, parce que Jesper Strömblad auparavant il a quitté Ceremonial Oath, et en fait il va voir Oscar et lui dit bah c'est bon là je suis dispo pour ton projet. Et Oscar lui dit bah mec t'es chaud, on fait du heavy metal. Il le regarde, il fait c'est quoi, c'est pas con ce que tu dis, ça va être rigolo, allez on y va. Oscar il va demander à son cousin de jouer de la guitare, et une fois ils vont répéter dans un garage, ils vont jouer le morceau Be Quick or Be Dead d'Iron Maiden et le morceau Metal on Metal d'Anvil. Alors ça c'est une information à prendre avec des pincettes, c'est Oscar qui la ressasse, mais Oscar il a pas une excellente mémoire, donc voilà, c'est peut-être des choses dont il se souvient mal ou qu'il invente un peu. Toujours est-il que bon, on voit quand même dans quelle direction va Hammerfall, hein. Epic, combat, Iron Maiden, Judas Priest, Stormwitch, Anvil, voilà, que des gros classiques. Mais bon voilà, le cousin d'Oscar il a pas que ça à faire, et Jesper et Oscar se disent bon, il va nous falloir d'autres musiciens. À ce moment-là, donc Oscar est une sorte de compositeur et il joue donc de la guitare rythmique, hein. Et Jesper en fait il était bassiste chez Ceremonial Oath, mais il s'essaye à la batterie en fait sur Hammerfall. Et donc ce qui est assez intéressant dans Hammerfall, c'est de voir quels membres vont rejoindre le groupe, parce qu'en fait là ils ont besoin d'un peu tout le monde, hein. Ils ont besoin d'un bassiste, d'un autre guitariste parce que Oscar il aime énormément le côté Accept, et d'un chanteur. Donc déjà en fait Jesper il va pas aller loin pour trouver un bassiste, hein. Il va se dire bon bah j'ai un bassiste dans In Flames, je lui proposais, et ce bassiste s'appelle Johan Larsen. Il est plutôt chaud à s'essayer de faire du heavy, c'est un projet qu'il botte, voilà, mais ça reste un side project pour lui, hein. In Flames c'est le plus important. Il y a un autre gars qu'il connaît qui est chanteur en fait, qui a été chanteur pour In Flames auparavant et qui a dessiné notamment l'artwork de The Book of Truth de Ceremonial Oath, qui s'appelle Mikael Stane, et lui il joue dans une autre formation qui s'appelle Dark Tranquillity, et donc lui c'est un chanteur de death metal, mais il est carrément chaud de s'essayer au heavy metal, hein. Il se dit ouais ça peut carrément être marrant.
Et il va ramener avec lui son guitariste de son groupe Dark Tranquillity qui s'appelle Niklas Sandin. Et voilà, là on va faire une pause parce que bon, si tu connais un peu ces noms-là, tu vois l'éléphant au milieu de la pièce. Si tu les connais pas, je vais t'expliquer. Dark Tranquillity et In Flames, c'est des groupes, si tu tapes leur nom sur internet, ils existent encore aujourd'hui en fait. Ils ont créé, avec un troisième groupe qui s'appelle At the Gates, la scène death metal mélodique suédoise, qui est encore assez populaire aujourd'hui. On peut penser à Arch Enemy qui continue à faire les têtes d'affiche de festival. Donc en fait ça crée un sacré problème parce qu'Hammerfall c'est que des projets principaux qui gravitent autour et c'est relégué au rang de side project. Tout le monde s'en fout un peu d'Hammerfall. Et en plus parmi les musiciens il y en a 4 qui vont être dans des groupes qui vont être propulsés sur la scène internationale. Donc la conclusion c'est qu'Hammerfall c'est déjà très mal barré et c'est pour ça qu'il va y avoir des changements de line-up. Le groupe a quand même un objectif, en gros, bon, au-delà de répéter ensemble, passer un bon moment, faire quelques concerts, on imagine que c'était une bonne ambiance avec les bières qui étaient posées sur les amplis pendant les répétitions. L'objectif c'est que chaque année ils veulent participer au Rockslugget, qui est une sorte de festival organisé par la municipalité de Gothenburg où des groupes de tous styles musicaux vont jouer et en fait c'est un système de qualification quoi. Les quarts de finale, il y a plein de groupes qui passent dans la journée devant un jury et pas grand chose se passe, mais les demi-finales c'est devant un public et en fait si tu accèdes en finale t'apparais sur une compilation donc ça te fait une énorme promotion et ça peut te propulser. Donc voilà, l'objectif c'est un peu de participer à ça mais on va voir qu'il va y avoir des gros conflits d'emploi du temps en fait. En 1994 donc déjà le groupe a survécu jusque là, c'est quand même déjà assez incroyable. Le bassiste Johan Larsson quitte le groupe mais ça va parce qu'il est remplacé par Fredrik Larsson de Crystal Age justement, voilà. On se l'était mis sous le coude, on le ressort. Donc en fait il est pas allé chercher très loin, le bassiste d'In Flames est retourné à In Flames donc en fait on va prendre le bassiste de Crystal Age pour jouer dans Hammerfall, et donc ça continue à faire quelqu'un qui a un side project qui est plus important qu'Hammerfall. En 1995, le guitariste Niklas Sandin va quitter le groupe pour se reconcentrer sur Dark Tranquillity et du coup ils vont recruter, en fait c'est ce que je vous ai dit, le guitariste de Dark Tranquillity part, du coup on va prendre le guitariste d'In Flames, Glenn Lundstrom. Cette même année, donc 1995, apparemment Glenn Lundstrom il va voir les membres du groupe et il va leur ramener un album qui vient de sortir qu'il trouve absolument génial, qui s'appelle Land of the Free de Gamma Ray. Et cette anecdote ils l'ont raconté, ils disent qu'apparemment quand c'est sorti ils trouvaient tous que l'album était absolument génial. Voilà, également la même année, une petite anecdote qui vaut le coup d'être mentionnée, c'est qu'ils ont fait un concert. Et donc 1995 aussi se conclut par la sortie de l'album de Crystal Age, donc où officient Oskar Droniak et Fredrik Larsson, Far Beyond Divine Horizons. Ça c'est ma lecture personnelle, j'ai jamais eu de confirmation de ce que je vais dire, mais je pense qu'en fait ça a pas rencontré le succès qu'espérait Oskar quand il voit les autres formations Dark Tranquillity et In Flames, et il s'est dit que peut-être que le death metal ça lui convenait pas forcément, et donc en fait il va peu à peu abandonner Crystal Age et ils vont quitter le groupe peu de temps après. Donc 1996, ça commence en fait avec le fait que Oskar c'est son unique projet Hammerfall à ce moment-là. Frédéric il a d'autres groupes, notamment un groupe qui s'appelle Dispatch et un autre qui s'appelle Beyond. Apparemment il a plein de groupes Frédéric. En 1996, en mars environ, il y a eu un autre concert fait par Hammerfall dans la ville de Mora, donc la ville d'où est originaire Oskar Droniak. Alors le concert de 1995 et celui de 1996, on connaît pas la setlist exactement. On sait qu'ils jouaient Still Meets Still, ils ont peut-être joué Unchained en 1996 parce qu'on sait que ça a été composé après Still Meets Still et qu'ils l'ont joué cette année-là, donc c'est pas sûr. Également au niveau des morceaux qui jouaient, il y aurait eu donc Breaking the Law de Judas Priest, il y aurait eu Red Hot and Heavy de Pretty Mates et il y aurait eu Freedom de Alice Cooper. Et donc enfin après ce concert, ils vont participer au Rockslugget et cette fois il va y avoir un gros tournant parce qu'ils vont être qualifiés pour les demi-finales enfin. Et alors tout le monde est super content, les demi-finales ça va être un beau concert, ils ont envie de se donner à fond, il y aura des effets spéciaux, il y aura un public qui est décent, et surtout ils vont pouvoir jouer du heavy devant un public, en pleine année 1996, ce que quasiment plus personne ne fait. Sauf que là il y a un petit souci, Michael Staneux il arrive, il fait yo les gars ça va, ouais par contre les dates du Rockslugget là ça me convient pas du tout, en fait je suis en tournée avec Dark Tranquillity donc je pourrais pas assurer le poste de chanteur. Et donc là ça fait un gros problème parce que Oskar et Jesper ils commencent à essayer de chercher un chanteur d'urgence. Et là je vous propose qu'on fasse un retour en arrière parce qu'on va présenter un nouveau protagoniste qui s'appelle Joachim Kens. Il est originaire de Mora tout comme les Oskar Droniak et il est très fan de natation. En fait c'est sa grosse passion de la vie. Mais au-delà de la natation, il a une autre passion, c'est la musique. À l'âge de 11 ans, il reçoit son premier album qui s'appelle Strong Arm of the Law de Saxon et ça va développer chez lui une appétence pour le heavy metal.
Un an ou deux plus tard environ, il va recevoir un autre album qui s'appelle Eternal Dark The Picture, et ça aussi, ça va énormément l'influencer. À l'âge de 14 ans, il va déménager à Göteborg après le divorce de ses parents. Alors là, en fait, il va avoir une double vie, une vie musicale en fait, parce qu'il va jouer dans pas mal de groupes, il va vouloir jouer de la guitare et de la basse parce que chanter, il aime pas trop. Mais au final, il dit lui-même après que trouver un chanteur, c'était très difficile et que trouver un guitariste, il y en avait à chaque coin de rue, qu'il était pas assez bon, donc il a dû se mettre au chant. Et d'un autre côté, son autre vie, c'est une vie sportive. Il va passer 2 ans dans l'équipe nationale espoir de Suède, et en fait il va se préparer au championnat européen junior. Il s'entraîne comme un fou, et en fait un beau jour ça va être ses fameuses qualifications. Le sifflet retentit, il se lance, il plonge, hein. Il nage comme un fou, il nage comme un fou. Il arrive, il touche le bord, tac, le sifflet retentit, et là, donc, il se dit, là, j'ai donné la course de ma vie. En fait, on lui apprend qu'il est disqualifié de 36 centièmes de seconde. Et là, ça va être une grosse désillusion pour lui, parce qu'en fait, bah, son rêve, il coule à l'eau, hein, complètement, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, ça va le décourager, il va abandonner peu à peu le sport. D'un autre côté, en fait, les groupes de musique, ça marche pas trop, hein, et puis aussi, il a des factures à payer, donc il décide avec sa sœur de créer un magasin de bonbons dans Göteborg. Un beau jour, alors qu'en fait, il commence à se désintéresser petit à petit de la musique, il reçoit l'appel d'un groupe qui s'appelle Highlander, et ils vont lui proposer de participer à une compétition. Pareil, là, ce que je vais dire, je suis pas sûr, mais cette compétition, ça pourrait être le Rockslaget. Et alors pareil, j'ai entendu dans une interview que Oscar aurait vu Joachim Kens la première fois dans une demi-finale du Rockslaget avec Highlander, donc en fait il aurait fait une demi-finale du Rockslaget avec ce groupe. Il y a une expérience qui va le marquer énormément. En fait, un jour il reçoit l'appel d'un guitariste qui s'appelle Mike Moon. Et en fait Mike Moon, il a joué avec King Diamond, un énorme groupe de heavy metal en 1987. Le projet n'aboutit à rien du tout, mais Joachim Kens il se dit tiens, s'il y a un guitariste comme ça qui a joué avec les plus grands, qui voit quelque chose en moi, c'est que j'ai peut-être quelque chose en effet. Et Joachim, en ce moment dans sa vie, il n'y a pas grand chose qui va, hein. Le magasin de bonbons il est cool, et en fait il passe sur un travail d'assistant d'étudiant dans une université. Fort de son expérience avec Mike Moon, il va en 1992 postuler au Musician Institute de Los Angeles, où en fait il veut progresser au niveau du chant. Il regrettera un petit peu cette décision par la suite parce qu'il considère que c'était pas très studieux, mais en fait cette école, il y a eu des grands musiciens qui sont passés par là. Steve Vai, John Frusciante de Red Hot Chili Peppers ou Sinister Gates David Shevenfold. Il y va avec un de ses potes qui s'appelle Stephen Elmgren, et celui-là aussi on se le garde sous le coude pour la prochaine vidéo. Il y a quand même un bon point à cette expérience, c'est donc cette année-là, bon, au-delà du fait qu'il a pu faire un échange à l'étranger qui l'a sûrement beaucoup plu, il a amélioré son chant, il s'est professionnalisé, et donc en fait en rentrant en Suède en 1994, il y a un petit souci parce qu'il arrive et le heavy metal est définitivement mort. Plus personne n'en joue, trouver des musiciens qui veulent faire un projet c'est compliqué. Il trouve quand même un petit sauvetage sur le groupe Highlander, dont il connaît en fait les musiciens, notamment Stephen Elmgren, et il va recommencer le groupe. Mais en fait, pareil, le groupe, il est un peu en train d'essayer de suivre les évolutions de l'époque, et il y a notamment 2 membres d'un groupe de death metal qui s'appelle Luciferion, qui au bout d'un moment partent en tournée, et donc Highlander en fait se retrouve fracturé et va se séparer environ en 1994-1995. Donc c'est une autre désillusion pour Joachim Kens qui commence peu à peu à abandonner, et il tente une ultime carrière dans un groupe qui s'appelle Mrs. Hippie. C'est un groupe qui est un peu un mélange entre du heavy, du stoner, du thrash, et en fait l'anecdote un petit peu intéressante de ce groupe, c'est qu'il va rencontrer un certain Peter Ewers. Le groupe ne produit absolument rien, et là Joachim il en peut plus, il se dit bon bah voilà, j'ai raté mon opportunité d'être musicien, de toute façon c'est très difficile, c'est la vie. Il commence à travailler chez un disquaire, donc en fait il reçoit les clients, il leur vend des disques, et lui il trouve que c'est quand même cool au final, parce qu'il voit de la musique, il gagne sa vie, il gagne pas grand chose hein, honnêtement, mais au moins ça lui permet de payer les factures, et il est pas malheureux on va dire. Sauf qu'en fait il y a un petit détail dans toute cette aventure que je vais répéter, c'est que chez Mrs. Hippie, il rencontre le fameux Peter Ewers. Peter Ewers, c'est un futur bassiste chez In Flames. Vous vous rappelez aussi le gars qui s'est fait virer de son groupe là et qui a rejoint Striker avec Oscar Dorlaniak. Il s'appelle Anders Ewers, le gars. Anders Ewers, Peter Ewers, vous voyez le délire? C'est des frères. Et voilà, et la cerise sur le gâteau, c'est que forcément Peter Ewers, il connaît Jesper Stromblad, et un jour Jesper Stromblad va lui dire « Ouais mec, on cherche un chanteur là », et bah Peter il lui dit « Bah j'en connais un ». Et donc un beau jour, Joachim Kens, il est chez lui tranquille, hein, voilà, ça doit être le week-end, hein, il est en train de se reposer de sa semaine où il a vendu des disques, et il reçoit un appel apparemment d'un mec avec une énorme voix en mode « Ouais salut mec, je m'appelle Jesper », apparemment Jesper il avait un peu une voix comme ça quoi. Et Joachim Kens il a dit qu'il arrivait pas trop à le prendre au sérieux, mais qu'en fait il avait l'air assez motivé et passionné de ce qu'il disait par téléphone, donc voilà, il a compris que c'était quand même sérieux, et Jesper va lui dire ouais mec en fait on va participer à la demi-finale du Rockslaget, on a besoin d'un chanteur, on sait que t'es un chanteur de heavy, Oscar il t'a déjà vu jouer, ouais, on sait que t'as joué avec Highlander, est-ce que ça te dirait? Et alors
Joachim, il va lui répondre complètement honnêtement, il va lui dire bah écoute en fait mec, en fait là vraiment j'ai que ça à foutre, donc oui en fait. Et donc il reçoit ce coup de fil, il se dit bon il y a probablement rien qui va se passer de cette collaboration, mais pourquoi pas, hein. De toute façon ils vont rappeler leur autre chanteur après, et moi en gros je vais pouvoir aller me faire foutre. Et moi en gros en fait ils vont me dire bah merci beaucoup et puis voilà. Et même en fait au-delà de ça, Joachim il reste chez lui, puis en fait il attend, et puis il y a un mois qui se passe, peut-être deux, on sait pas trop. Il a aucune nouvelle, donc il se dit ouais c'est bon, ils ont trouvé un autre chanteur et tout. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, dans sa boîte aux lettres, il reçoit une cassette avec un message. Il dit tiens c'est quoi ça? Et il voit un message qui est signé par un certain Oscar Droniak. Il lui dit ouais salut, je suis Oscar Droniak de Hammerfall, est-ce que t'es toujours chaud pour jouer avec nous? Là il y a une cassette, on a 3 morceaux qu'on a enregistrés sur un des 2 lives, on sait pas lequel, de 1995 ou 1996, hein, c'est pour ça que j'ai précisé ces 2 faits marquants. Sur cette cassette il y a donc 3 morceaux, Still Meet Still, Unchained, donc ça on sait qu'il était déjà composé ce morceau à cette époque. Et le troisième c'était une reprise, on a un doute si c'était Red Hot and Heavy de Pretty Maids ou Breaking the Law de Judas Priest. La lettre qu'Oscar a écrit à Joachim, il a écrit ouais salut, est-ce que t'es toujours chaud de jouer pour nous? 6 juin, une petite cassette où on a 3 morceaux, l'enregistrement est un peu naze, les mélodies vocales sont pas ouf et les paroles sont un peu bof aussi quoi, donc si tu veux retravailler ça, il y a aucun souci. Faut pas y voir une attaque personnelle contre Michael Stanne, mais Michael Stanne c'est un chanteur de death metal, donc en fait pour chanter du heavy il faut quand même avoir un certain coffre, et Michael Stanne ne l'a pas forcément, hein. Donc pour les mélodies de heavy qu'attendait Oscar, c'était peut-être pas assez poussé. Donc Joachim il se dit bon ok, il se met au travail, et un beau jour en fait il va aller à Göteborg en train, il y a un ami du groupe qui va aller le chercher et il va arriver à la salle de répétition où est en train de répéter Hammerfall. Et en descendant les escaliers il entend une mélodie, il croit la reconnaître, il arrive et il voit Oscar qui est en train de jouer cette fameuse mélodie à la guitare, il va le voir, il fait ça c'est Stormwitch, c'est Dorian Gray. Et Oscar il est bouche bée, rappelez-vous Stormwitch c'est un groupe que personne ne connaît, donc il est bouche bée, il fait mais attends mais tu connais? Et Joachim Kent il lui dit ouais mais en fait j'ai tous leurs albums. Et il lui dit mais attends mais t'as même l'album Eye of the Storm? Et Joachim il lui dit bah bien sûr je les ai tous, t'inquiète. Et donc en fait de cette anecdote il la raconte énormément à les 2 membres du groupe en interview. C'est de là qu'est née une grosse amitié entre les deux, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de groupes en commun, hein. En plus de Stormwitch il y a Warlord aussi qui partagent, et un autre groupe qui s'appelle Picture. Cette répétition a donc eu lieu, on sait qu'ils ont joué Still Meet Still et Unchained dedans, et apparemment ils auraient joué Hammerfall. Alors Hammerfall, justement on va boucler la boucle. Apparemment c'est un morceau qui comprenait des parties avec le morceau Hammerfall qu'on connaît aujourd'hui, mais qui comprend aussi des parties avec le morceau Immortalize que Oscar a composé chez Ceremonial Oath. Ceremonial Oath a d'ailleurs publié ce morceau Immortalize par la suite, et cette partie-là elle aurait également été reprise sur le morceau Immortalize de Hammerfall plus tard sur leur album Infected. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot Immortalize, mais c'est pour comprendre un peu comment ce morceau, en fait il était important quand Oscar au final l'a composé chez Ceremonial Oath pour notre histoire. Et en fait apparemment la voix de Joachim Kent s'est parfaitement bien adaptée à la musique de Hammerfall. Il a une voix qui est assez haut perché, qui peut complètement correspondre au standard heavy metal et aussi au power metal qui est toujours populaire en Allemagne, on le rappelle. Donc voilà, le groupe est fin prêt, on sait qu'il y a eu une répétition, il y en a peut-être eu une deuxième mais ça personne n'est sûr. Le groupe est fin prêt, ils doivent passer le 12 mai pour jouer au Rockslaget. Sauf que Joachim Kent quand il apprend ça il dit attendez il y a un problème. Le 11 mai en fait c'est l'anniversaire de ma sœur et en gros je vais me mettre une murge historique le 11 mai donc je pourrais pas chanter le 12, donc est-ce qu'on peut décaler au 11? Et donc le Rockslaget c'est une demi-finale qui se passe soit le 11 soit le 12, donc les organisateurs acceptent. C'est un petit détail qui aura son importance par la suite. Au Rockslaget ils ont le droit de jouer que 3 morceaux, hein, ce qui est un peu court, mais bon en même temps ils doivent tout donner. Et de ce que j'ai compris, alors ça c'est aussi une analyse personnelle, c'est qu'il vaut mieux pas faire de reprise en fait, vu que les morceaux que tu vas jouer vont peut-être être mis sur une compilation. Ça a peut-être été aussi interdit par les organisateurs hein, de jouer une reprise, il faut que tu joues ta propre musique. C'est pour ça qu'ils avaient le morceau Still Meet Still, Unchained et Hammerfall. Pour moi c'est les 3 morceaux qu'ils ont joué au Rockslaget, mais je me trompe peut-être et il y a peut-être eu une reprise au lieu de Hammerfall. Donc le grand jour arrive et ils arrivent sur scène et ils commencent à jouer. Alors il y a pas mal d'anecdotes sur ce concert qui valent la peine, hein. Donc déjà ils arrivent, il y a des gens qui les voient déguisés en cuir et tout, ils commencent à se foutre de leur gueule. Donc le groupe entend des rires, des moqueries et tout, mais c'est pas grave, ils continuent, ils s'en foutent, ils font abstraction de ça, ils ont l'habitude, hein. Forcément en 1996, tu joues déguisé comme ça, bah forcément les gens se foutent de ta gueule. L'anecdote la plus intéressante c'est qu'en fait Fredrik Larsson, donc le bassiste de Hammerfall, il connaît un certain Peter. Peter il joue dans un autre groupe en fait qui est en demi-finale dans le Rockslaget et il joue le jour même, donc le 11 mai. Ce Peter, sa petite amie est venue le voir et quelqu'un va donner sa caméra à sa petite amie en lui disant tiens comme ça tu pourras filmer le groupe de ton copain. La caméra est assez lourde, hein, apparemment c'est des gros objets à l'époque et donc en fait elle se dit que c'est compliqué de l'utiliser, qu'il faut faire des réglages et tout. Donc elle se dit avant de filmer le groupe de mon copain je vais filmer le groupe qui est en train de passer pour tester.
et en fait elle filme le groupe qui est en train de passer, qui est Hammerfall. Elle filme un morceau et demi, puis après elle coupe, et elle se dit bon faut que je garde de la place. Et donc cette personne-là après le concert a récupéré les bandes, et en fait elle aurait pu les supprimer ou genre les laisser de côté et les oublier. Mais de par l'amitié entre Frédéric et ce fameux Peter, en fait elle s'est dit tiens bah je vais faire une copie et je vais la donner au groupe. Donc le groupe a cette copie et on peut notamment voir en fait le morceau Still Meet Still. Et quand je dis on, je parle pas forcément du groupe, mais je parle aussi de nous. Parce qu'en fait, cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, le groupe l'a réutilisée plus tard pour montrer leur premier concert avec Joachim Cans, et il y a pas mal d'anecdotes super cool sur cette vidéo. Déjà, le morceau Still Meet Still est assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, assez similaire musicalement on va dire, mais sur les paroles il y a quand même des différences. Aussi l'attitude des musiciens, on voit qu'ils ont les cheveux genre devant leurs yeux, ça c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose qui est propre au heavy, mais quand même qui est quand même assez propre aussi au death metal, hein, quand on voit les vieilles photos de Cannibal Corpse, de Massacre, on voit les gars avec leur touffe de cheveux devant les yeux. Et aussi le refrain, la Still Meet Still. En fait, Oscar Droniak, il le chante pas comme il le chante sur album plus tard, mais il le chante vraiment avec une voix un peu criarde, entre le black, le death, le thrash. On sait pas trop, mais en tout cas, il avait encore cette envie un peu d'être extrême, je pense, sur ce morceau. Là où Joachim Cans a par contre une voix heavy qui est absolument incroyable. Hein. Pour quelqu'un qui a répété une fois ou deux, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Une dernière anecdote rigolote du groupe, c'est qu'en fait, sur scène, on voit une espèce de gros seau rouge. Et en fait, il a été expliqué par la suite que ce gros seau rouge était rempli d'eau. Ce qui devait se passer, c'est que le groupe commence avec Still Meet Still. Entre les deux, alors voilà, je suis pas sûr, mais il y aurait peut-être eu Hammerfall. Et le dernier aurait été Unchained. Et en gros, à la fin de Unchained, Oscar arrive avec une torche, il prend un liquide inflammable, il fait le cracheur de feu, il met la torche dans le seau d'eau et voilà, ça fait son petit effet. Sauf qu'en fait, il y a un petit souci, c'est qu'à la fin du troisième morceau, donc Oscar arrive avec sa torche, il prend le liquide et il se rend compte que le pot est vide parce que quelqu'un a dû shooter ça pendant le live. Le liquide s'est vidé sur le sol. Et donc en fait, il est avec sa torche comme un con, il regarde le public et il met sa torche dans le seau d'eau quoi. Donc c'est un peu nul, mais voilà, bon c'est pas grave. C'était la fin du concert heureusement, ça a déstabilisé personne et le concert s'est quand même relativement bien passé. Ce qui se passe c'est que du coup le jury voit ça et se dit bon par contre ouais c'est vraiment cool mais c'est du heavy metal et c'est un peu dépassé quoi, donc on va pas les prendre en finale. Il y a des groupes plus modernes, plus intéressants à prendre. Ils leur ont quand même donné une sorte de mention spéciale, voilà. Le groupe est un petit peu dégoûté parce qu'ils ont fait un super concert. Et donc en fait il existe une photo après le concert de tous les membres du groupe, hein, donc avant que Joachim Cans aille se mettre sa timbale de l'espace, où en fait on les voit tous. Quand on voit le live sur scène, ils ont une énergie débordante, hein, ils secouent la tête comme des dingues et tout, donc sur la photo ils ont l'air un peu fatigués. Mais apparemment en fait ça aurait si bien marché qu'ils auraient proposé à Joachim Cans de rejoindre le groupe définitivement, ce qu'il a accepté. Et alors là on se dit quelle belle histoire, mais en fait on oublie quelqu'un, c'est Mikael Stanne qui est en tournée avec Dark Tranquillity, et quand il revient, le groupe a eu la mauvaise idée de pas le prévenir qu'il avait été remplacé, donc en fait il l'a un peu découvert tout seul. On se dit gros drama et tout, non pas du tout, ça lui a pas fait un deuxième trou de balle, il a accepté ça tranquillement et de toute façon il était avec Dark Tranquillity. La fameuse VHS que le groupe a récupérée, ils vont l'envoyer notamment à l'ancien label qui avait produit donc l'album de Crystal Age Far Beyond Divine Horizons qui s'appelle Vic Records, qui est un label néerlandais. C'est pas une multinationale, le label a pas un énorme budget pour le groupe, mais en fait décide de le signer pour du heavy metal. Hein. Le patron du label il devait connaître Oscar, il s'est dit bon lui c'est pas un clown, on va voir ce qu'on peut faire, et du coup ils ont enfin leur première signature de disque et donc ils vont directement se mettre au travail. On est donc à la fin du mois de mai, le groupe doit enregistrer un album assez rapidement et le problème c'est qu'ils ont que 2 morceaux, Still Meet Still et Unchained, et un demi-morceau, hein. Hammerfall n'est pas encore à sa forme finale. Donc tout le monde se met à composer, donc les paroles sont réécrites, Hammerfall est réarrangé notamment, ce qui fait qu'ils ont 3 morceaux, et sur l'album au final il y en aura 9 dont 8 qui sont composés par le groupe, donc on peut en déduire que 5 morceaux ont été écrits pendant cette phase de composition. Comment ça se passe? C'est notamment Oscar et Jesper qui jouaient ensemble de la guitare, ils composaient des riffs, et Joachim Cans de son côté il continue de travailler dans son magasin de disques, mais il a un bout de papier. Quand il n'y a pas de client, il écrit des paroles, il écrit des idées, et il met tout ça au propre en rentrant chez lui. Les 3 s'appellent entre eux avec des gros téléphones de l'époque, et en fait ils jouent de la guitare dans le téléphone, ils chantent dans le téléphone, ou alors ils chantent avec la démo de la guitare derrière, et apparemment le son sortait pas trop mal hein, avec ces gros téléphones, donc c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Si on s'arrête sur les membres du groupe qu'on a à l'époque au moment de la composition du disque, on a Glenn Ljungström, Jesper Strömblad, Oscar Droniak, Fredrik Larsson et Joachim Cans. Et donc tous ces membres-là vont être crédités sur l'album comme étant les musiciens. Quasiment tous les morceaux composés sont crédités au nom des 3 principaux compositeurs, donc Jesper, Oscar et Joachim. Il y a des petites exceptions. Alors déjà le morceau Still Meet Still, il a été
entièrement composé par Oscar Droniak au début du groupe, donc c'est à lui que revient tout le crédit de ce morceau. Une deuxième exception, c'est le morceau I Believe, qui est une sorte de ballade et en fait qui a été composé par Joachim Kahn et un certain Peter Stalfors. Donc j'ai pas trop d'informations de comment ils se sont rencontrés ces deux personnages. Peter Stalfors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est frère avec un certain Per Stalfors qui a dessiné le logo du groupe et qui a fait les photos promotionnelles de l'album plus tard. Et Peter Stalfors aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a créé plus tard un groupe qui s'appelle Dream Evil, qui est aussi un gros poids lourd de la scène power metal suédoise. Et enfin, après, la troisième exception qui reste, ça réside en deux morceaux. Ça va être le morceau Ravenlord de Stormwitch et Child of the Dame de Warlord. Souvent, Hammerfall a décidé de faire des reprises dans ses albums ou d'en faire pour ses singles plus tard. Et ce qui se passe, c'est souvent Oscar choisit un groupe. Par exemple, Oscar dit ouais, j'aimerais bien faire un morceau de Pretty Made, et en fait, c'est plus Joachim qui va dire non, on va pas faire celle-là, on va faire celle-là plutôt parce qu'elle est meilleure. Et donc en fait, c'est un peu Joachim qui a le dernier mot sur les reprises qu'ils choisissent. Ravenlord de Stormwitch sera pas utilisé pour l'album, mais pour un CD single qui sort avec l'album, et Child of the Dane apparaît en plein milieu de l'album Glory to the Brave plus tard. Donc j'ai dit que Vic Records avait financé l'album d'Hammerfall, mais en fin de compte c'est pas énormément, ça représente 40 000 couronnes suédoises. J'ai essayé de faire la conversion, mais bon avec les changements de taux de conversion et tout c'est compliqué, mais en gros c'est entre 3500 et 5000 euros. Joachim Kahn il a parlé d'un équivalent de 3700 euros, ouais, donc on est un peu dans ces eaux-là. C'est une somme d'argent que n'importe quel groupe aimerait bien recevoir pour produire un album, mais un album un peu d'envergure c'est quand même des cacahuètes. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'ils vont devoir un petit peu tout négocier avec tout le monde pour essayer d'enregistrer cet album. Et c'est notamment le cas de Fredrik Nordström qui va être le producteur de cet album. Il est le patron du studio Fredman à Göteborg. Ce studio il est absolument mythique, Fredrik Nordström il a travaillé avec des groupes très importants. On peut citer comme ça Powerwolf, The Untied, les premiers Arch Enemy avec Johan Leva, Misanthrope, Cocorico, il a travaillé avec Dimmu Borgir et aussi il a travaillé avec Dark Tranquillity et In Flames. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand le groupe arrive avec leur petite somme d'argent à consacrer au disque, Fredrik Nordström il regarde les musiciens en face de lui, il voit Oscar Droniak avec qui il a produit l'album de Ceremonial Oath et l'album de Crystal Age. Donc en fait déjà Oscar c'est un de ses clients, il a déjà fait 2 albums avec lui, et il voit Jesper Strömblad avec qui il a enregistré pas mal de choses avec In Flames, notamment au moment où In Flames est signé sur un label qui est plus important dont on parlera sur la prochaine vidéo. Ils savent que c'est des bons clients, ils font bon les gars on a déjà pas mal travaillé ensemble, on se connaît, je vais vous faire un prix. Vous avez le droit à 14 jours dans mon studio. Et je pense qu'au moment où Fredrik Nordström a accepté de travailler avec Hammerfall, il savait pas qu'il allait créer un des albums les plus emblématiques du metal en cette fin de décennie 90. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là juste avant l'enregistrement de l'album, parce que comme ça fait une vidéo qui est plus courte qu'une grosse vidéo d'1h30 sur tout. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, j'espère que cette petite histoire vous a plu, j'espère que si vous avez regardé l'ancienne vidéo, ça vous a appris plus de choses et que c'était un peu plus construit. J'ai vraiment à cœur de m'attaquer à la discographie d'Hammerfall. Le but de cette série, ça va être en fait d'analyser un peu des albums donc cultes du groupe, et ça va aussi être d'analyser les albums un peu oubliés du groupe. C'est très intéressant d'avoir cette double analyse pour comprendre comment se passe la vie d'un groupe et sa discographie complète. Aussi, bon voilà, je raconte ma vie, mais c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo, j'étais jamais assez satisfait du résultat, là je pense que ça va être la bonne parce qu'au bout d'un moment il faut lâcher le bébé comme on dit. J'espère que ça vous a vraiment énormément plu, donc on se dit en tout cas à très bientôt pour Glory to the Brave qui est vraiment un album que j'adore. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner pour voir la suite, les prochaines vidéos devraient arriver assez régulièrement je pense. Et on se dit à très bientôt pour Glory to the Brave, petit bébé là.